Bonjour et merci pour l'invitation. Si j'en profite pour féliciter les organisateurs, comme vient de dire Nathalie, pour ce travail et cette organisation des réunions de la SFEC. Vraiment, c'est vraiment super d'avoir mis tout ça en place. Et donc, je vais parler de filage de fibres de carbone à partir de précurseurs de lignine et d'oxyde de graphène. Et je vais dire quelques mots sur le contexte sur le contexte de ce travail. Bon, la plupart d'entre vous êtes familiers aujourd'hui avec les fibres de carbone qui sont utilisées dans les matériaux composites très performants pour l'aéronautique. La plupart de ces fibres sont faites à partir de précurseurs de polyacrylonitrile. Le polyacrylonitrile, c'est un polymère linéaire qui se prête bien au filage, donc on peut facilement, entre guillemets, faire des fibres précurseurs qui vont ensuite être carbonisées avec une structure graphitique bien organisée dans le plan selon l'axe des fibres. Et ça va conférer aux fibres de carbone issues du PAN une haute conductivité électrique et de très bonnes propriétés mécaniques. Mais ces fibres-là donc, sont très bien adaptées aux applications aéronautiques qui en consomment peu et qui peut se permettre, qui peut s'offrir des produits chers. Mais ce n'est pas le cas pour beaucoup d'autres applications. Et pour ces autres applications, dont l'automobile, par exemple, les véhicules électriques ou les pales d'éoliennes, là, il est critique de trouver des alternatives aux pannes avec des produits moins chers et de préférence biosourcés. Et donc, il y a beaucoup de travail dans ce domaine actuellement. Et un des précurseurs particulièrement prometteurs, c'est la lignine, donc qui est issue du bois et qui aujourd'hui est essentiellement un déchet de l'industrie papetière. Alors, la lignine, un gros avantage, c'est que c'est un matériau qui a un haut rendement de carbone lors de la carbonisation, qui est supérieur même à la cellulose. Par contre, il y a de grosses difficultés pour en faire des fibres et l'exploiter pour en faire des fibres de carbone, c'est que c'est un polymère branché. Souvent, le poids moléculaire n'est pas très élevé et tout ça, ça rend le filage particulièrement difficile. Des fibres pure lignine sont quasiment inutilisables parce qu'elles sont tellement fragiles qu'on ne peut pas l'utiliser. Et une fois carbonisé, en général, les propriétés ne sont pas très bonnes parce que le graphite est peu organisé, enfin le carbone est peu organisé. D'ailleurs, là, je reprends ce qui a été présenté dans une autre conférence qui est celle du GDR Polynano. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous y ont participé vendredi dernier, mais j'ai mis le lien sur le slide où il y a les présentations de ce GDR. C'est un petit peu organisé comme pour la SFEC, les exposés sont enregistrés. Et Lucie Speyer a justement parlé de ces matériaux graphitisables ou non graphitisables. Dans un autre contexte, le contexte des batteries, mais bon, voilà, il existe des matériaux, et la lignine en fait partie, qui vont avoir tendance à faire des carbones plutôt amorphes comparé à d'autres précurseurs qui peuvent conduire à des matériaux plus organisés. Bon, malgré ces difficultés, il y a beaucoup de travail quand même sur les fibres de lignine et depuis plusieurs années, donc qui cherchent à utiliser la lignine pour en faire des fibres, ensuite les carboniser. Les principales méthodes pour fabriquer des fibres à partir de la lignine, ça peut être le filage qu'on appelle voie fondue. Là, il faut fondre un polymère. Alors, dans ce cas-là, la lignine, elle peut être mélangée à un polymère thermoplastique. De toute façon, je vous ai dit, les fibres de lignine pures sont pas utilisables, donc il faut les mélanger avec des polymères qui vont jouer un rôle de plastifiant, qui vont permettre de manipuler ces fibres et de les carboniser par la suite. Alors, la méthode de la voie fondue, du melt spinning, elle a l'avantage d'être très rapide. Cependant, elle nécessite d'utiliser des produits qui peuvent être fondus, parce que là, le polymère est fondu, ensuite il est étiré, on fait une fibre. Et donc, vous voyez bien que quand on va carboniser, on va aussi chauffer cette fibre. Donc, si la fibre fond, on va la perdre. Dans ce cas-là, il faut faire une stabilisation à une certaine température pour rigidifier la fibre et ensuite la carboniser. Et ça coûte beaucoup en énergie et en temps. Donc, c'est un procédé qui est limité quand même pour les fibres de carbone. Il y a une autre approche qui est plus lente, mais qui permet d'utiliser des lignines non fusibles, par exemple, et où donc on n'a plus besoin de stabilisation. Dans cette méthode-là de filage voie humide, wet spinning en anglais, on part d'une solution de lignine dans un certain solvant, lignine mélangée encore avec des plastifiants, et ensuite il y a coagulation de cette lignine dans un bain de coagulation approprié où le polymère n'est pas soluble. Ensuite, la fibre peut être lavée, séchée, carbonisée. Et nous ici, on travaille sur le filage en voie humide, le wet spinning. Le polymère qui joue le rôle de
plasticizer en anglais, on utilise l'alcool polyvinylique. Et typiquement, les compositions, c'est à peu près 1 part de PVA pour 2 parts de lignine. C'est à peu près la proportion autour de laquelle on travaille. Le solvant de dissolution de la lignine, on utilise le DMSO qui est coagulé dans de l'isopropylalcool. Voilà. Et on peut travailler de l'échelle du laboratoire sur la paillasse quand on veut tester une formulation, une certaine concentration. Dans une petite boîte de pétri, par exemple, on peut déjà voir si les fibres vont coaguler ou pas, par exemple, si ça va se prêter au filage ou pas. Et on peut aller jusqu'à une échelle pilote, notamment en collaboration avec une plateforme technologique, Canoë, je les remercierai à la fin, qui dispose d'une ligne multifilament où là, il peut y avoir des centaines de filaments qui sont filés à la fois. Donc voilà, ça c'est les matériaux et ensuite, donc, les matériaux peuvent être carbonisés à partir de 1000 degrés jusqu'à des très hautes températures. Et donc, on a fait ça avec des fibres de PVA, de lignine. C'est des travaux qui ressemblent à d'autres travaux de la littérature, avec d'autres précurseurs, d'autres conditions un peu différentes, mais où on arrive à peu près à ce que trouve aussi tout le monde, c'est-à-dire des fibres qui sont plutôt amorphes et qui n'ont pas de très bonnes propriétés. Un modulium, vous voyez, d'environ 40 gigapascales, il faudrait largement dépasser les 100 pour que ça ait un intérêt, même pour l'industrie automobile, hein, même si c'est moins exigeant que l'industrie aéronautique. Les contraintes à la rupture sont aussi insuffisantes. Vous voyez, 300 mégapascales, alors qu'il faudrait plus de 2 gigapascales. Des basses conductivités électriques aussi, comparé à ce qu'on peut avoir avec des fibres issues du PAN, par exemple. Alors, pour remédier à ça, donc, on cherche à améliorer cette structure des fibres de lignine. Et ce qu'on a étudié, c'est l'effet de l'addition d'un cristal liquide formé d'oxyde de graphène. Alors, l'oxyde de graphène peut être obtenu par donc, oxydation du graphite, puis exfoliation dans un solvant, et on obtient des feuillets de graphène oxydé en solution dans l'eau ou dans des solvants polaires comme le DMSO. Et à haute concentration, ces feuillets de graphène oxyde, lorsqu'ils sont assez concentrés, bien, peuvent former des phases cristal liquides. Vous voyez ici une phase nématique avec tous les feuillets de graphène qui ont une même orientation préférentielle. Et donc, naïvement, on se dit peut-être que ce milieu préstructuré à l'état liquide, on utilise du filage à l'état liquide, peut peut-être favoriser l'organisation du carbone lors de la carbonisation. C'est ça qu'on a testé. Bon, je fais juste une remarque sur le coup parce que on peut nous dire parfois, oui, mais le graphène, vous voulez remplacer un matériau trop cher, le PAN, par peut-être quelque chose de plus cher ou d'aussi cher. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de coût de l'oxyde de graphène. Ça reste encore un matériau de laboratoire, même s'il est produit par certaines sociétés en grande quantité. Mais il faut savoir qu'il est issu du graphite et le graphite a un coût qui est bien moindre que celui du PAN. Donc, on peut espérer quand même, dans le cas d'une utilisation industrielle, comme c'est le thème de la session, ça pourrait rester viable. Bon, ça, c'est encore une question ouverte. Alors, il y a eu des travaux déjà sur le filage de l'oxyde de graphène seul, avec des fibres d'oxyde de graphène qui ont été obtenues et qui ont pu être carbonisées aussi à très haute température et qui avaient des propriétés assez intéressantes, mais une certaine porosité et quand même aussi des faiblesses. Donc, l'oxyde de graphène seul, ce n'est pas non plus une solution idéale, même s'il y a des choses prometteuses et encore beaucoup de travaux sur ce thème-là. Ici, on va regarder des mélanges lignine-oxyde de graphène. Et la première chose qu'on doit faire, c'est de regarder le comportement en solution. Et là, on a des bonnes nouvelles de ce côté-là, parce que quand on mélange de la lignine et de l'oxyde de graphène, on n'a aucune séparation de phase qui est observée. Et avec des cristaux liquides, pourtant, assez facilement, ces systèmes peuvent être déstabilisés. Ce n'est pas le cas de l'oxyde de graphène en présence de lignine. On voit ici, c'est un diagramme de phase où on voit les limites de phase à très basse concentration d'oxyde de graphène, c'est des phases isotropes où les feuillets de graphène sont orientés de façon aléatoire. On a un domaine biphasique où on a l'équilibre entre la phase isotrope et la phase cristal liquide, et la phase cristal liquide à haute concentration. Et on voit que lorsqu'on ajoute de la lignine, les limites de phase ne sont pas affectées. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interaction attractive qui sont induites par la présence de lignine dans la solution d'oxyde de graphène. Parce que ça, c'est si on avait, par exemple, on est dans ce cas-là où il va y avoir une interaction plutôt attractive entre le polymère, ici la lignine, et le feuillet d'oxyde de graphène, c'est ce qu'on appelle un comportement adsorbant. Et ça ne va pas modifier les interactions entre les feuillets de graphène. Par contre, dans d'autres cas, et ça on l'observe par exemple si on met du tensioactif chargé
comme du SDS, sodium de décylsulfate, ou des polymères chargés, comme la lignine sulfonatée, par exemple. Et bien là, dans ces cas-là, les particules, à cause d'interactions électrostatiques, sont repoussées des feuillets de graphène, qui sont eux-mêmes chargés à cause de fonctions carboxyliques, notamment à leur surface. Dans ce cas-là, on a une zone de volume exclu autour des feuillets de graphène, et quand ces zones de volume exclu se recouvrent, il y a une attraction. Parce que vous voyez que la pression osmotique là, des micelles ou des polymères chargés n'est pas compensée entre les deux feuillets. Et ça crée une interaction attractive effective qu'on appelle interaction de déplétion, voilà, qu'on n'observe pas dans le cas où il y a le comportement adsorbant. Et donc, avec la lignine, on est dans ce cas-là. Avec des espèces chargées, on est dans ce cas-là. Et on peut le voir aussi en rayons X, parce que quand il y a des interactions attractives, on peut voir des séparations de phase. On n'en voit pas avec la lignine. Mais on les voit par contre avec de la lignine chargée ou du SDS, par exemple. Et on voit en rayons X aussi, par exemple, ici, c'est le pic de diffraction de la phase nématique qui est pseudo-lamellaire, on dit, hein, parce qu'il y a un ordre pseudo-lamellaire, même si c'est une phase nématique. Et on voit un pic de diffraction, donc. Et ce pic, ici, c'est pour le géosol en noir. Quand on ajoute des polymères non chargés, comme la lignine, je l'ai dit, ou du PEG ou du dextran, par exemple, le pic est quasiment inchangé. Quand on ajoute des espèces chargées, là, on a un décalage du pic qui est net, qui reflète l'attraction justement entre les feuilles. Bon, tout se passe bien au niveau de la solution. Donc, avec ces solutions homogènes, eh bien, on peut faire des fibres. Et ici, donc, on part tout simplement d'un mélange lignine-oxyde de graphène. On le coagule dans les conditions que j'ai présentées tout à l'heure. La composition des fibres, au final, ça va être ça. Ça va être 66% de lignine, presque un tiers de PVA et un petit peu d'oxyde de graphène. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, mais ça suffit à avoir l'ordre cristal liquide. Parce que l'ordre cristal liquide de l'oxyde de graphène est obtenu à très basse concentration parce qu'il y a un très grand rapport d'aspect des particules. La limite de phase, elle est donnée par, je ne vois pas bien, mais enfin, c'est 4 divisé par c'est 4 fois l'inverse du rapport d'aspect, le seuil critique de la formation de la phase cristal liquide. Donc, quand vous avez un très grand rapport d'aspect, vous allez avoir la phase cristal liquide qui va se former pour des concentrations très faibles. C'est le cas de l'oxyde de graphène. Donc, il suffit d'en mettre peu pour avoir cet ordre. Ensuite, ces fibres précurseurs qui contiennent de la lignine et l'oxyde de graphène eh bien, sont carbonisées à différentes températures. Et ici, vous voyez donc les résultats qui sont obtenus de caractérisation structurale de ces fibres. Ici, ce sont des spectres 2D de diffraction de rayons X. Déjà, vous voyez ici, on compare en noir tout ce qui est lignine seule avec les données en rouge qui correspondent au mélange lignine-oxyde de graphène. Bien, déjà, on voit que le pic de diffraction en fonction de l'angle est beaucoup plus fin dans le cas du mélange lignine-oxyde de graphène comparé à la lignine toute seule. On voit aussi la distribution azimutale de l'intensité est marquée par un pic plus important dans le cas du mélange lignine-oxyde de graphène. Tout ça, ça représente une meilleure organisation du carbone qui est formé, aussi un meilleur alignement dans l'axe des fibres. Voilà. Alors ensuite, justement, en analysant ces données et par la formule de Scherrer, on peut avoir l'épaisseur des cristallites, qui est habituellement noté LC. Ici, on voit LC donc, qui est beaucoup plus petit dans le système avec l'oxyde de graphène comparé au système sans oxyde de graphène. Ça aussi, c'est une indication d'une meilleure graphitation du matériau. Alors, on peut aussi faire de la spectroscopie Raman pour avoir une estimation maintenant de l'extension latérale de ces cristallites. Et oui, alors là, pour la comparaison, les chiffres qu'on obtient par l'équation de Scherrer est que les cristallites seraient à peu près 10 fois plus épaisses en présence d'oxyde de graphène. Par la spectroscopie Raman et par le rapport ID sur IG, on peut aussi avoir une estimation de l'extension latérale et en utilisant des modèles de la littérature, de Ferrari ou Twin Straconic, qui sont les modèles habituellement utilisés. Et oui, ici, on peut voir sur ce graphe-là que pour les données en noir, donc c'est le système sans oxyde de graphène, cette extension latérale au mieux peut atteindre une dizaine de nanomètres, alors qu'on peut aller à des extensions beaucoup plus importantes en présence d'oxyde de graphène jusqu'à plus de 100 nanomètres. Donc voilà, une meilleure structuration en présence d'oxyde de graphène. Ça se voit aussi en microscopie électronique à transmission.
on voit les deux matériaux qui sont comparés, lignine, lignine oxyde de graphène, pour décarbonisation à différentes températures. Vous voyez que par exemple, déjà dès 1500 degrés, on perçoit un ordre graphitique dans le cas de l'oxyde de graphène, qu'on ne voit pas du tout avec la lignine. Voilà. Tout ça est cohérent au niveau des caractérisations structurales. Maintenant, au niveau des propriétés, ici, on voit la conductivité électrique en fonction de la température, et on a une bien meilleure conductivité électrique avec le système avec oxyde de graphène. Donc ça, c'est particulièrement encourageant. Maintenant, on est déçu sur encore les propriétés mécaniques. On a certes des améliorations. Tout à l'heure, je vous disais qu'avec une fibre pas spécialement structurée, on a à peu près 40 gigapascales. On monte à 80 en mettant de l'oxyde de graphène, mais c'est encore insuffisant. Ces fibres sont encore assez fragiles. Elles n'ont pas de très gros allongements à la rupture. Et du coup, la résistance à la rupture non plus n'est pas très élevée. Bon, c'est bien plus élevé que sans oxyde de graphène, mais c'est encore loin de ce qui est demandé, attendu en tout cas pour les applications. C'est pour ça qu'on continue à travailler activement sur ce sujet en utilisant deux voies. D'abord, on cherche aussi à rendre encore plus vert, entre guillemets, le procédé. Et ça, c'est avec justement l'aide de Nicolas Manot et Sébastien Gounel au CRPP à Bordeaux, qui sont experts d'enzymes et de modification enzymatique de la lignine. Ils ont notamment mis au point un procédé pour dissoudre la lignine dans l'eau. Donc, avec de la lignine dissoute dans l'eau, on peut faire un procédé complètement 100% en voie aqueuse, parce qu'on peut aussi coaguler dans de l'eau qui contient certains sels, par exemple. Et donc, on travaille sur ce sujet-là. Il y a aussi un espoir, c'est d'améliorer les fibres de carbone lors de la carbonisation, en faisant les carbonisations sous tension mécanique. C'est comme ça que les fibres PAN aussi ont de bonnes propriétés mécaniques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est aussi en train d'explorer en ce moment, en espérant progresser au niveau des propriétés mécaniques. Voilà, s'il me reste très brièvement 2-3 minutes pour juste mentionner qu'on travaille sur d'autres applications que les fibres, avec ces mélanges de lignine et d'oxyde de graphène. Notamment, on cherche à utiliser ces mélanges pour l'impression 3D. Et ici, vous pouvez voir l'oxyde de graphène, les cristaux liquides d'oxyde de graphène se prêtent très bien à l'impression 3D par la technique qu'on appelle Direct Ink Writing, parce que ce sont des matériaux viscoélastiques. Il faut que le matériau puisse présenter une certaine élasticité au repos. Autrement, la structure imprimée s'étalerait tout simplement sur son substrat. Mais en même temps, il faut qu'elle puisse avoir une viscosité relativement basse quand on l'extrude, de façon à ce qu'on puisse l'extruder, l'imprimer. Et les oxydes de graphène présentent tout à fait ces propriétés, ce qu'on appelle de fluide à seuil réofluidifiant. À seuil, parce qu'il y a un seuil élastique au-delà duquel il faut pousser le matériau pour qu'il coule. Et après, en fonction du cisaillement, la viscosité s'effondre. Et donc, on peut imprimer des matériaux qui vont être poreux, parce que ces matériaux doivent être séchés, et il y a peu de matière solide en fait dans les systèmes qu'on imprime. Et après séchage, ça fait des matériaux très poreux, donc qui peuvent être intéressants pour des applications énergie. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de travaux dans la littérature où il y a des études d'impression d'oxyde de graphène, justement pour des applications de supercondensateurs, d'électrodes, liées à la porosité du matériau. Mais ces matériaux sont très fragiles d'un point de vue mécanique. Et ce qu'on a observé, c'est qu'en additionnant de la lignine, on va densifier ce matériau. On va perdre de la porosité, mais on va gagner beaucoup en propriétés mécaniques et en densification du matériau. Voilà, donc c'est un moyen de, si vous voulez, d'optimiser les propriétés mécaniques ou électriques, c'est de varier cette composition lignine-oxyde de graphène. Voilà. Et le temps qui passe, je vous montre quand même juste ces données-là, où on voit ici le module Young de système imprimé en 3D de la littérature en jaune et en bleu, avec, en fonction de la densité, on voit que le module Young augmente fortement. Et ça, ce sont des matériaux où il n'y a pas de lignine, et donc avec des modules Young qui sont relativement bas. Et là, ce sont dans les matériaux, ici sont nos travaux, avec des matériaux qui contiennent de la lignine, des matériaux qui sont plus denses et qui, du coup, ont aussi un module Young beaucoup plus élevé. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je tiens à remercier aussi plusieurs personnes qui ont participé à ce travail, même de façon très importante, dont notamment Fernando Torres Canas, qui est là dans l'équipe, qui a travaillé sur les fibres de lignine, Julien Roman, lui, sur l'impression 3D, qui est en thèse sur ce sujet, mes collègues aussi du CRPP, Wilfried Néry, Alain Déré, vous reconnaissez ici Alain Pénicaud, donc organisateur de ces sessions de la SFEC. Et je voudrais aussi remercier la plateforme Canoë avec qui on travaille dans le cadre du projet Force, qui est un projet financé par l'IRT Jules Verne.
et aussi Vanessa Fierro et Alain Selzard, avec qui on travaille sur la porosité justement de ces matériaux imprimés. Et je vous remercie encore pour votre attention. Bien, merci Philippe pour cet exposé parfaitement dans les temps. Alors pour essayer de faire participer un tout petit peu quand même le public, je vais essayer de leur faire poser eux-mêmes leurs questions. Et donc la première question a été posée par Jean-Marc. Jean-Marc, peux-tu revenir vers nous avec ta question? Oui, c'est une question toute bête. Vous utilisez la spectroraman pour déterminer la taille la dimension des cristallites dans la direction des plans. Oui. Alors que vous utilisez la diffraction pour la direction hors plan. Pourquoi pas utiliser la diffraction pour les deux? Oui, avec si, ce serait possible. Donc, il faudrait aller à des angles plus grands. Il y a la bande 1,0 à 45 degrés. Ouais. Non, c'est vrai, on n'a pas exploité les données à plus grands angles de diffraction. Mais ce serait, oui, tout à fait possible d'avoir aussi des informations structurales dans le plan via la diffraction des rayons. Je pense que sur les spectres qu'on a là, on ne va pas assez loin en angle. Oui, parce qu'on est utilisé, on est dans des limites où on cherchait à caractériser aussi les cristaux liquides, on est plutôt à petits angles. Ouais, on la voit un peu. Ouais. Voilà, c'est à la limite, mais bon, oui, il faudrait peut-être compter plus, d'avoir ça mieux défini. Oui. Elle a l'air beaucoup moins bien marquée que la 0,02. Tout à fait. C'est pour ça qu'on cherche à exploiter les données les plus simples, mais certainement qu'en travaillant plus proprement par ici, oui, il y aurait des choses aussi à tirer. Okay, alors, la question suivante était de Chris. Allô? Oui. C'était juste pour jouer le diable un peu. Parce que si le but de mélanger le graphene oxide avec, c'est améliorer la qualité de graphitisation, est-ce que tu peux, au lieu de faire ça, mélanger avec le PAN, le PAN, avec le lignine? Lignine PAN, oui. Oui, parce que oui, tout à fait. Ben, déjà, plein de gens l'ont fait. Hein. Donc, oui, tout à fait. Ouais. Ça a été beaucoup testé. Effectivement, ça donne. Alors, quand il y a beaucoup de panne, ben, ça donne de bonnes fibres, mais on retombe sur des fibres qui ressemblent aux fibres en panne. Et par contre, quand il commence à y avoir beaucoup d'oxyde de graphène, ben, il y a encore des problèmes de porosité, de propriétés mécaniques insuffisantes. Mais tout à fait. Alors là, c'est vraiment, oui, la plupart des travaux d'ailleurs se tournent autour d'additifs dans le pan. Hein. Okay. Mais on retrouve tous les problèmes du pan, c'est-à-dire le coût, les produits toxiques aussi de dégradation. Voilà, il faut essayer vraiment de s'éloigner de ça quand on n'utilise pas le pan. Ok, merci. Alors, la question suivante est de Marc. Oui, salut Philippe. Je voulais que tu me rappelles, parce que la diapo était rapide, quelle était ta cible en termes de résistance à rupture? Bon, dans le projet Force, c'est au-dessus de 2 gigapascales. Je ne sais pas si c'est 2,5, quelque chose comme ça. Vous visez en dessous de la T300, quoi, quand même. Alors, je ne sais pas exactement les valeurs de la T300, mais si c'est celle qui est 300, 350. Oui, tout à fait. C'est des performances en dessous des performances aéronautiques. Oui. Non, oui, les industriels, par exemple, qui sont impliqués dans le projet Force, sont bien conscients que ça va être très dur. On ne va pas chercher à faire une fibre aéronautique. Voilà. Non. Mais il faut qu'elle ait un minimum minimum assez élevé. Hein. Oui. Donc, effectivement, c'est inférieur aux fibres aéronautiques, tout à fait. Donc, les applications sont plutôt automobiles, par exemple, ou ce genre de… Oui, exactement. C'est vraiment le domaine où il y a le plus d'attente, c'est l'automobile. D'accord. Et j'avais une deuxième question que je n'avais pas écrite, mais qui est corollaire d'un petit peu de ce que tu disais avec Jean-Marc, qui parlait des rayons X. Quand vous faites les mélanges, quand tu fais des mélanges comme ça, il y a toujours un risque que ton précurseur, finalement, devienne biphasique et que, du coup, c'est des comportements avec des interfaces qui sont toujours nuisibles aux propriétés. Vous n'observez pas ça. Ni en rayons X, vous ne voyez pas que la 002 se dédouble, vous ne voyez pas d'évidence de ça. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Oui, on se demande s'il peut se passer des choses comme ça. On ne le voit pas. Peut-être qu'avec la lignosulfonate, on a des résultats bizarres qu'on n'arrive pas à reproduire
là, il y a peut-être des séparations de phase et vraiment des hétérogénéités. Mais le mélange lignine non modifié, oxyde de graphène, on ne voit pas d'hétérogénéité ou de séparation de phase. Et Nathalie, je peux encore poser une question? Une petite dernière. J'ai le crachoir, je le garde. Dans ton laboratoire, tu as quelqu'un de très éminent qui fait de l'eau de graphène, donc qui pourrait travailler non pas avec des graphènes oxydes, mais plutôt avec du vrai graphène, quoi, qui en principe a de meilleures propriétés quand même. Donc vous avez essayé ça? Non, on n'a pas essayé, mais tout à fait, oui. Oui, oui, oui. Non, c'est aussi une piste très intéressante. Après, ce que fait Alain avec l'eau de graphène, à ma connaissance, ils ne sont pas allés jusqu'à des concentrations suffisantes pour faire des phases cristal liquides. Mais je sais qu'Alain a peut-être des idées pour augmenter les concentrations. Et dans ce cas-là, ça serait effectivement très intéressant. Ok, je me tais. Ok, merci. Alors, la question suivante vient de Guai Shiman. Je n'ai pas le nom de famille, donc je ne sais pas exactement si c'est le nom de famille ou le prénom. Allô, bonjour, bonjour tout le monde. C'est Gouaïch, oui, Madame Nathalie, c'est Gouaïch Imen de l'Algérie. Ah, ok. Alors, ma question, c'est pour le pourcentage de lignine qui est ajouté au graphène. Est-ce que le pourcentage de lignine va augmenter la rigidité de graphène préparé? Si on a trop, non, c'est un peu des propriétés optimales, hein. On a regardé effectivement différentes compositions. On va avoir tendance à avoir un graphite moins organisé, plus on va mettre de lignine. Après, on peut faire une fibre 100%, enfin quand je dis 100%, ça veut dire quand même avec l'alcool polyvinylique. On peut ne pas mettre d'oxyde de graphène du tout, mais on a de moins bonnes propriétés dans ce cas-là. Il y a vraiment une amélioration des propriétés quand on met l'oxyde de graphène. Mais après, tous les mélanges sont réalisables, hein, dans ce système-là. On peut aller de 0 à 100% d'un composé ou l'autre. Les deux se filent, on peut faire oxyde de graphène tout seul, lignine tout seul. Voilà. Mais l'intérêt, c'est quand même d'utiliser aussi un maximum de lignine, qui est censé être le produit peu cher qu'on veut valoriser. Donc l'objectif du projet, c'est d'utiliser le maximum de lignine, tout en ayant des propriétés correctes, bien sûr. Je ne sais pas si ça répond à la question. D'accord, merci, c'est clair. Ok, d'accord, merci. Merci. Alors, une dernière question d'Alfonso. Oui, merci Philippe. Donc, je me demandais pour l'amélioration des propriétés mécaniques, il y a un sens à essayer peut-être de rajouter des additifs moléculaires qui puissent permettre de réticuler la structure, créant des liaisons covalentes entre l'oxyde de graphène et la lignine. Est-ce que oui. Déjà, la lignine toute seule, elle réticule quand on chauffe. Mais le problème, c'est qu'elle réticule, mais elle n'est pas organisée. Et donc, c'est ces réticulations qui vont plutôt faire un carbone désorganisé. Donc, je pense que ça pourrait être une bonne chose de réticuler, mais il faudrait que ce soit préordonné, qu'il y ait un ordre qui soit... Il faut que ça arrive au bon moment, cet additif. Oui, voilà, c'est ça. Il faut que ça arrive au bon moment, exactement. Si c'est trop tôt, je crois que là, on retombe sur le problème, comme je mentionnais à l'exposé de Lucie Speyer, de réticulation justement trop tôt qui conduit à un carbone vitreux, amorphe. Merci. Ok, merci. Alors moi, j'avais peut-être juste une petite dernière question pour terminer. Tu disais tout à l'heure dans ton exposé que l'oxyde de graphène, il n'y a pas encore de prix à ce matériau. J'aurais voulu savoir où on en était au point de vue industrialisation. Est-ce qu'il y a vraiment des avancées qui ont été faites récemment dans le but de pouvoir en faire des kilos, des tonnes, suivant le marché qui se développe pour ce matériau? Où est-ce qu'on en est? Je ne suis pas sûr de tout connaître là, vraiment dans ce domaine. Je sais qu'en tout cas, il y a beaucoup de sociétés qui en commercialisent à des prix qui font que baisser. Hein. Aujourd'hui, par exemple, Graphenea en Espagne. J'ai vu qu'il y a mon collègue Wilfried Néry dans la salle. Je ne sais pas s'il a le prix en tête, mais c'est quelques centaines d'euros, plusieurs litres. Mais ça ne représente rien, ce prix. Je veux dire, ce n'est pas représentatif du coût réel. C'est juste représentatif de la demande des laboratoires. Donc, D'accord. Et alors, une dernière question qui nous est arrivée de Emmanuel. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez?
Oui, bonjour Emmanuel. Oui, bonjour. C'était juste pour faire un petit commentaire par rapport à ça, parce qu'effectivement, c'est une question qui se pose là depuis un certain temps quand même, hein, cette histoire de production industrielle d'oxyde de graphène. Nous, on travaille dans le cadre du projet Graphène Flagship avec en particulier une boîte espagnole qui s'appelle Antolin, auprès de laquelle il a fallu pleurer vraiment très fort pour avoir quelques dizaines de grammes au début du projet. Alors maintenant, c'est un petit peu plus facile, mais moi, quand je vois un petit peu, si tu veux, la méthode qui est utilisée pour fabriquer l'oxyde de graphène, la méthode de Hummers, c'est pas de la chimie verte, hein, et fabriquer comme ça des grosses quantités avec de l'acide sulfurique, de l'eau oxygénée, du permanganate, etc., à grosse quantité. Si tu dépasses certaines doses, ça devient un peu explosif, enfin, ça chauffe très très fort. Bon, moi, pour l'instant, voilà, la synthèse de l'oxyde de graphène en grande quantité, pour moi, c'est un petit peu mystérieux. Mais ouais, enfin, oui. voilà, Oui, c'est je des ne sais questions pas que je me après pose depuis longtemps. à quelle échelle ça pose des problèmes, mais effectivement, comme tu dis, il y a des sociétés aujourd'hui qui, enfin, nous, ce n'est pas des dizaines de grammes, c'est des litres qu'on achète. Oui, mais tu as combien, c'est quoi la concentration dans ton… Moi, je te parle Alors du maintenant, par produit exemple, sec, hein. Graphénéa fait des systèmes jusqu'à 4% en commercial. Ouais, Donc, c'est déjà des phases viscoélastiques, des gels cristaux liquides. d'accord. Donc, ils sont à 40 En grammes produit. par litre, quoi. Oui, 40 grammes par litre. D'accord. Ok. Très bien, merci beaucoup. Merci. Je propose qu'on ne dépasse pas trop quand même, et donc on va partir vers les salles parallèles. Je rends la parole à Jean-Marc pour qu'il vous réexplique.